Oh, oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, oh. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment bien. Bienvenue à cette 9e épisode des Rendez-vous d'Hugo. Fait que 9 épisodes, à chaque fois, je vous le dis, c'est pas rien. Je veux juste valider que tout fonctionne parce que moi, c'est un podcast que je réalise. Mais vous le savez, c'est aussi en direct. Fait que je veux m'assurer que tout fonctionne bien pour que vous puissiez vivre une expérience extraordinaire. Alors, pour les gens que c'est la première fois qui se connectent à mon podcast, c'est un podcast qui est effectivement soit en direct, le jeudi matin à 6h30, ou sinon, vous pouvez l'écouter en rediffusion sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, en direct, là, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitch, il ne faut pas négliger Twitch, et je suis en rediffusion sur toutes ces plateformes-là, mais souvent, ce n'est pas facile à trouver. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Les Rendez-vous de Hugo. Qu'est-ce qu'on parle dans Les Rendez-vous d'Hugo? C'est simple, on parle de qui je suis, on parle de mes passions, du plein air, des aventures, voyages, de la croissance personnelle, de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. J'ai mis un lien en bas à droite pour ceux qui peuvent m'écouter visuellement, parce que je suis aussi, j'ai oublié sur Spotify que c'est juste audio. C'est mon Linktree. Toutes les informations sont là pour avoir justement des nouvelles sur moi, aller consulter mes plateformes, les réseaux sociaux, aller là-dessus, Linktree, / Hugo Dubé, c'est assez simple. Je vais laisser quelques minutes à l'écran. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de plein de choses. Moi, j'adore ça le matin. Je me lève à 4 heures du matin pour méditer et tout ça. Puis souvent, c'est là que je bâtis mon épisode. C'est sûr que je prends des notes à gauche et à droite dans la semaine, mais c'est vraiment le matin que je construis ça. Fait que là, ma feuille, c'est vraiment super mal écrit. C'est pas grave, OK? On fait ça à la bonne franquette entre nous. Je voulais savoir un peu comment votre dernière semaine s'est passée, parce que vous le savez, c'était un long congé de Pâques. Fait qu'on est allé sûrement en famille. Je vais vous parler de ça. Quoi de mieux que tester notre évolution, qu'aller voir, qu'aller tester ça avec notre famille. On en parle. Je vais vous parler de mon long week-end pascal. Et je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église catholique
dimanche. Je vous parle de ça. Je veux qu'on parle, la semaine dernière, j'ai parlé des Templiers. J'aime ça parler des groupes mystiques secrets, que ce soit la franc-maçonnerie et tout ça. Mais là, je vais vous parler, je parlais des Templiers la semaine dernière. Là, on va parler une belle continuité. On va parler des Cathars. Hein? Des Cathars. C'est peut-être un petit peu moins connu, mais vous allez voir, c'est fantastique. Après ça, je vais vous parler de ma dernière randonnée que j'ai faite. Vous le savez, je suis un passionné de randonnée. Puis là, c'est une randonnée, ça fait 2-3 semaines que je vous en parle, une randonnée accessible. C'est pas le Mont Washington, c'est pas le Fuego au Guatemala, c'est pas le Machu Picchu. Quelque chose dans la région de Québec, encore une fois, simple, facile à faire, que tu es capable de réaliser sans problème. Après ça, je vais vous parler de mon dernier achat. Je vous le montre à l'écran pour ceux qui ne peuvent pas nécessairement visualiser. Ça soit une boîte blanche marquée Vallon. Mon dernier achat. Bon, c'est sûr que, j'essaye de ne pas trop avoir de besoin. J'essaye d'être minimaliste. J'essaie de ne pas trop être dans l'accumulation, l'abondance, inutilement. Mais quand même, c'est le fun, aller magasiner. Puis là, aujourd'hui, en 2026, oui, il faut encourager l'achat local, mais quand même, c'est le fun. On peut aller sur les boutiques en ligne, voir les produits. Moi, j'adore ça, ça me détend, on dirait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, écrivez-moi en commentaire. Moi, ça me détend magasiner, Fait que si vous avez besoin de quelqu'un pour magasiner, là, je suis votre homme, Puis en passant, je suis super bon pour les grandeurs, là. Pendant que vous essayez le linge, moi, je peux aller vous porter votre truc. Fait que vous me paierez un dîner, ça va me faire vraiment plaisir, comme si j'avais le temps, comme si je n'avais pas de projet. Après ça, qu'est-ce qu'on parle? Cette semaine, c'est particulier, j'ai perdu plein d'abonnés, On va parler de ça. Sur plusieurs plateformes, pas à cause des rendez-vous d'Hugo, mais j'ai perdu plusieurs abonnés, on parle de ça. Mon prochain voyage, parce qu'en avril, puis on est en avril présentement, je m'en vais en Colombie, on parle de ça. Des signes de l'univers. J'ai full rêvé cette nuit. Je veux qu'on parle un peu de rêve. On va commencer par ça probablement. Je veux qu'on parle d'achat local versus les plateformes Amazon, qui est Booking pour réserver des hôtels. Mes prochaines destinations, si on a le temps. Mes derniers projets, parce que j'ai démarré 3-4 projets cette semaine. Puis si on a le temps, ben oui, on va le temps. Je vais vous faire un magnifique tirage de cartes pour savoir qu'est-ce que la vie a à t'offrir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec mon pacing de cette rencontre? Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous libérer dans une heure. Je vais essayer. C'est pas tout le temps facile. Ouais, c'est ça. J'ai rêvé beaucoup cette nuit. Puis je ne veux pas nécessairement te parler de mes rêves parce que je ne m'en souviens pas nécessairement. Je ne me souviens pas de qu'est-ce que j'ai rêvé. Mais quand je me suis réveillé, puis normalement, je me réveille comme 20 fois dans la nuit, pour aller à la salle de bain, aller aux toilettes. J'étais un pisse minute. J'exagère, mais au moins 4 fois, là. Puis cette nuit, je ne me suis pas réveillé, du moins, je ne m'en souviens pas, mais j'ai full rêvé. Puis, je ne peux pas dire que j'ai super bien dormi, puis c'était des rêves sûrement émotifs un peu parce que je ne peux pas dire que j'ai une belle nuit à 100%. Là, tu vas me dire, Hugo, j'ai plein d'énergie présentement, puis je suis super passionné parce que dans le fond, ça me passionne de faire mes podcasts. Mais en réalité, j'ai full rêvé. Puis là, je vais vous parler un petit peu de ma théorie des rêves. Puis là, utilisez toujours votre discernement. Quand Hugo Dubé parle, ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça ne vous parle pas. Utilisez toujours votre discernement. Mais pour moi, dans ma vérité, dans ma réalité, le rêve a une signification très importante. Puis je me couche très tôt. Je me couche environ entre 8h et 9h le soir. J'essaye du moins. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Puis je me lève vers 4h du matin quand c'est possible. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je le sais. Quand je rêve, habituellement, je me réveille, je regarde à quelle heure. Je vais me jeter un verre d'eau en même temps parce que j'ai aucune électronique dans ma chambre. C'est super important pour moi d'avoir rien. Mon cellulaire est dans mon bureau, il se charge dans mon bureau. Je n'ai même pas un cadran, J'ai juste peut-être une lumière qui peut être un peu électrique, mais à part ça, j'ai absolument rien. Puis je me lève, je vais me jeter un verre d'eau, j'ai le temps de computer un petit peu mon information de mon rêve et je regarde l'heure. C'est certain, que si c'est avant, je te dirais 2h du matin, c'est un relent de la veille ou des émotions que j'ai. Si j'ai rêvé, par exemple, à une de mes ex, c'est sûr, à 11h le soir, ben c'est probablement un relent tout simplement émotionnel. Fait que j'en fais pas trop de cas, j'en fais pas trop de cas, Malgré que, dans le fond, il n'y a pas de hasard dans la vie, Mais j'en fais pas trop de cas. Par contre, si je rêve quelque chose, je me réveille, puis il est 2h jusqu'à le moment que je me réveille officiellement dans la journée, moi, c'est clair pour moi, c'est un message de l'univers. C'est important de les prendre en note parce que souvent, on va se recoucher après. Puis, s'il y a quelque chose à comprendre de ça, moi, je dis que c'est mes guides qui me poussent un message dans mes rêves. C'est pour ça que je me lève tôt.
C'est la raison est vraiment là, OK, c'est pas parce que dans le fond, je suis en train de travailler sur mes projets que je me lève à 4 heures du matin. C'est pas parce que dans le fond, mes garçons, OK, me dérangent quand ils se réveillent pour aller à l'école. Non, non, je me lève à 4 heures du matin pour être plus réceptif à ces fameux messages que l'univers, mes guides, appelle ça ce que tu veux, Dieu veut me donner tout simplement. Fait que je me réveille à 4 heures, je médite, OK, fait que je suis un peu plus en conscience. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? OK, ben là, je suis plus capable d'identifier les messages que la vie veut m'offrir tout simplement. Fait que c'est la raison principale. Et là, si tu te réveilles, par exemple, puis tu regardes l'heure, c'est toi, je me dépêche, OK, aller voir l'heure. Moi, dans le fond, ma technique, c'est simple, c'est que je sors de ma chambre, je regarde sur le four, OK, j'ai pas d'autre cadran, je regarde sur mon four, OK, puis je regarde l'heure. Puis si tu as un heure miroir, par exemple 2h22, je ne sais pas, 3h33, vous comprenez le principe des heures miroirs. Bien, si c'est un heure miroir, encore là, OK, ça veut dire que vraiment ce rêve-là, il faut que je porte attention, une attention particulière à ce rêve-là, à ce message-là. Fait que c'est ma définition, c'est ma façon de gérer les rêves. Et je ne le sais pas de votre côté si ça vous parle. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou peut-être vous avez d'autres techniques. Je suis toujours ouvert, OK, à les connaître. Bon, on poursuit avec un autre sujet. Ben, c'est ça. C'était le gros congé pascal là, qui est la semaine dernière. Le week-end dernier, bon, plusieurs avaient un congé vendredi, il y en a qui c'était lundi, il y en a qui c'était les deux. Tout ce qui est dans la fonction publique, là, souvent, ils ont les deux. Vous êtes très chanceux en passant. Hein? Fait que souvent, quand dans le privé, c'est soit le vendredi ou le lundi. Fait que moi, j'ai profité pour aller voir ma famille tout simplement à Rivière-du-Loup. Mon frère descendait. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails de qu'est-ce qu'on a fait, là, mais tu sais, quand on ne se voit pas souvent nécessairement, c'est qu'on jase, puis on placote, puis tout ça, puis on se fait des bons repas. Puis, quand je disais comme à l'introduction, c'est que c'est un bon moyen pour tester notre évolution, retourner dans notre famille. C'est sûr que si toi, ta mère, ton père, ton frère à tous les jours, bon, c'est peut-être quelque chose qui est plus une routine, mais tu sais, quand tu les vois une fois par mois, une fois par 6 mois, dans le cas de mon frère, bien, c'est certain qu'on a tendance, OK, puis ça, c'est ma théorie, on a tendance, OK, à revenir dans nos anciens patterns. Vous comprenez le principe, OK? On s'incarne sur Terre, on choisit plein de choses, on choisit nos parents. Je vois rapidement, tu sors de ta mère, boum, OK, il y a de la lumière, OK, tu sors de là, tu vois ton père, tu dis bordel de merde, OK, dans quoi je me suis embarqué, hein? Parce que là, c'est facile quand tu es un ange, dire ah, je vais m'incarner dans cette vie-là. Moi, clairement, quand j'ai vu mon père, là, j'étais en train de tirer sur le cordon ombilical pour rentrer à la maison. Non, j'exagère, j'espère qu'il ne m'écoute pas. C'est très drôle quand même. Fait que là, c'est ça. Fait que tu sors de là, OK, puis là, tu te dis, OK, ben là, voici la vie que je vis. Puis là, tes parents, indirectement, inconsciemment, consciemment, ben, ils nous blessent, OK, ou nous donnent une éducation qui nous programme comme un robot, là, tu sais, la différence entre un robot et nous, c'est juste la cassette est différente. Entre toi et moi, présentement, c'est le fameux programme, OK, qui a été incorporé, OK, dans notre cerveau, qui fait en sorte qu'on est, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, à un moment donné, ils appellent ça le démon du midi, ils appellent ça l'éveil spirituel, la crise de la quarantaine, OK, peu importe. Il se passe quelque chose, tu te rends compte que tu n'es pas ça, tu n'es pas ces rôles, tu n'es pas ces personnages, tu n'es pas ces valeurs familiales-là, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas tes blessures. Puis là, dans le fond, ben, tu reviens, OK? La vie, c'est quoi? C'est pas une construction. OK? Oui, on pense que en tout cas, la moitié de notre vie, c'est une construction. Puis l'autre moitié de notre vie, c'est une déconstruction pour être soi-même. C'est ça, c'est de la construction. On doit avoir des cartes de la régie du bâtiment, nous autres, OK, comme être humain. On se construit puis on se déconstruit. Puis là, quand tu te déconstruis, OK, puis là, tu te raffines, OK, pour devenir la meilleure version de toi-même ou la version que tu es vraiment. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu vas voir tes parents, mais tes parents, eux autres, ils ont probablement pas trop changé, tu sais. Ou du moins, eux autres aussi sont dans le... Tu sais pas, là. Tu connais pas ce que les gens ont dans leur tête, OK, puis dans leur vie. Tu vois juste la perception de qu'est-ce qui ressort de tout ça. T'sais. Fait que eux autres aussi sont confrontés à cette réalité-là. Ils te rencontrent, tu les rencontres. Fait que peut-être qu'ils ont changé, mais vu qu'on se rencontre, ils n'ont peut-être pas changé. On répète des patterns qu'on a, des choses familières, des choses qu'on est habitué de faire. Fait que c'est ça. Fait que quoi de mieux que tester notre évolution qu'aller voir nos parents? Fait que, tu sais, quand ça ne vous tente pas d'aller les voir ou ta mère te fait chier, ton père, OK, a tendance à te transformer avec eux autres parce que je sais pas, pour différentes raisons, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à place de dire, ben, j'y vais pas, ou à place de dire, par exemple, OK, genre, ça me fait chier, puis je suis obligé, ben, change donc ta perception de ça, puis dis donc, par exemple, OK, je vais aller tester mon évolution. Tu sais,
on fait plein de choses. Je suis sûr, là, tu fais une formation, tu as déjà fait une formation récemment pour améliorer quelque chose, écouter un podcast, lire un livre pour apprendre des sujets. Mais moi, c'est la même chose. Je vais chez mes parents pour, OK, voir si j'ai bien appris. C'est comme un examen ministériel, OK, au cégep. Bon, OK, tu veux savoir ta note, OK, si tu passes pas. Puis c'est le fun après ça de faire une introspection là-dessus puis de dire, ben, c'est quoi ma note? Je passerais-tu si ce serait un examen? Bon, ce serait quelque chose d'intéressant à faire. Fait que vois ça comme ça. En passant, je prends mon café pour les gens qui ne me voient pas. Puis là, moi, j'ai une espresso. J'ai une barista là, qui est une espresso là, avec le truc là, qui fait plein de dégâts quand tu ne fais pas attention. Là. Mais là, des fois, une fois de temps en temps, j'ai une petite machine de café dans mon bureau, c'est une espresso. Je le sais que c'est moins écologique, blablabla, blablabla. Puis vous êtes plusieurs à m'écrire des petits commentaires à chaque fois que je fais une petite chose un petit peu moins intéressante. J'essaie de les porter au recyclage du moins. Là. Puis bref, là, c'est à la mélasse. C'est un café avec un soupçon de mélasse. Fait que je vais y goûter, voir si c'est intéressant. Puis l'autre affaire, c'est que je me suis trompé hier quand je t'allais acheter ça. J'ai pris, tu sais, une tasse normale, il faut que tu prennes le format 230 ml. Là, j'achète ça avec mon fils, puis lui, il voulait acheter vanille française, tu comprends bien, c'est sucré, et tout ça. Fait que je prends mélasse, c'était le cas, tu sais, il n'y avait pas de café normal, tu sais. Tu peux pas, OK, avoir du café normal, OK. Fait que là, bref, OK, je prends avec la mélasse. Mais là, j'ai pris 40 ml. Fait que ça prend quasiment 5 cups, OK, pour avoir un café. Je vais goûter, je vais vous donner mon... Ça ne goûte pas très la mélasse, mais je comprends que la mélasse va faire peut-être rendre ça un petit peu plus corsé le café. On continue. Quand je dis que je me fais reprocher des affaires, la semaine dernière, OK, j'ai parlé de la semaine sainte, c'était quoi? Bon, il y avait le dimanche des rameaux, puis là, tout ça, je descendais ça jusque dans le fond, le dimanche, la résurrection de Jésus. Puis là, j'ai dit le samedi, il ne s'est passé rien. Jésus était en train de jouer au tic-tac-toe avec des anges. C'était un peu ça que je disais, OK, un petit peu moins humoristiquement. Puis là, il y a du monde qui m'ont écrit, pas juste un, pas juste deux. Le samedi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, Hugo. Fait que je veux rétablir les faits. Normalement, après la crucifixion, il y a un petit délai de repos, mais Jésus, théoriquement, OK, parce que je ne suis pas là pour juger si c'est vrai ou pas vrai, mais selon la religion chrétienne / catholique surtout, ben Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a descendu aux enfers. Parce qu'avant, OK, la venue de Jésus, avant sa crucifixion, ce que j'ai compris, OK, puis là, je ne suis pas un professionnel, OK, en théologie, mais ce que j'ai compris, c'est qu'avant que Jésus-Christ descende aux enfers, normalement, quand on mourait, on restait aux enfers. La porte du paradis était fermée. Tu sais, Adam et Ève, OK, normalement, il y a eu le péché originel. Dieu est supposé être amour, Dieu est supposé être parfait, mais il bloque les portes de l'enfer parce que Adam et Ève a péché. Fait que, tu sais, je dis ça même avec un peu d'ironie parce que moi, j'ai la misère à croire qu'un Dieu pourrait être méchant, pourrait être pas dans la compassion et dans l'amour. Souvent, tu sais, ce qu'on lit un peu dans la Bible, OK, puis là, je vais peut-être me faire lancer des tomates, on a un Dieu vengeur. Tu sais, si tu fais des péchés, tu vas aller en enfer. Tu sais, il y a d'autres dieux OK, dans d'autres cultures, OK, ils ont des tridents, OK, puis il y en a, là, tu vas brûler. Tu sais, si tu ne respectes pas des conditions, tu sais, Dieu devrait nous aimer inconditionnellement, mais dans certaines cultures, Dieu, OK, c'est un Dieu vengeur, puis un Dieu punitif. Bref, avant la venue de Jésus, les portes des enfers, OK, tout le monde allait aux enfers, la porte du paradis était fermée. Fait que là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, OK, quand on dit qu'il porte les péchés du monde, puis il a sauvé, c'est pas nécessairement sauver l'humanité dans le monde physique, matériel que tu connais. Normalement, il est descendu là-bas, il a pardonné à toutes les personnes qui ont fait des péchés. Parce que des péchés, c'est pas juste tirer les cheveux de notre sœur, lancer des roches à notre petit frère ou faire un vol dans le dépanneur, là. Le péché, c'est faire des actions aussi contre soi. Souvent, qu'est-ce qui nous rend plus coupables au quotidien? C'est pas nécessairement OK, d'avoir engueulé notre blonde, OK, ou je veux dire, avoir livré un projet au bureau OK, avec un bug ou des choses comme ça. C'est surtout genre quand tu fais quelque chose à l'encontre de toi, quand tu t'écoutes pas, quand tu dis oui, quand c'est non, quand par exemple, OK, tu fais quelque chose que tu veux pas, peu importe. Fait que ça aussi, c'est des péchés. C'est ça. Notre âme aussi, ce genre de péché-là, on se sent vraiment coupable, ça baisse notre taux vibratoire, puis il y a plein d'effets OK, moins cool OK, dans la matière par la suite. Bref, OK, ce que je veux dire, Jésus descend, il nous pardonne tous, OK, puis là, les portes du paradis s'ouvrent, et depuis ce temps-là, ben, dans le fond, on peut aller au paradis. Fait que c'est ça qui est merveilleux.
D'ailleurs, on entend souvent dans les cultures que normalement, quand on décède, il y a comme des juges. Il y a Saint-Pierre, qui est l'archange Michael, qui est là aux portes du paradis. Puis, dans le fond, c'est eux autres qui jugent si on a le droit de passer ou pas. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de Saint-Pierre, on n'a pas besoin de Michael, c'est nous autres mêmes, notre âme, qui juge. OK, bon, on a un défilement un peu de tout notre film qu'on s'est créé. Puis après ça, on se dit, est-ce que dans le fond, je suis digne ou est-ce que je veux aller au paradis ou je descends, je retourne sur Terre? Bon, c'est question de culture, mais c'est un peu ma perception de la chose. Puis là, c'est ça qui s'est passé samedi avant la résurrection, fait que je rétablis les faits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon fils, mon plus vieux, je ne le nommerai pas par respect, mais je l'ai envoyé à l'école, à l'école privée à Québec, l'école des Pères Maristes, une école catholique. Fait que dans le fond, il a tendance, même pas tendance, il est assez croyant. Puis il voulait aller à la messe, fait qu'il faisait tempête quasiment à Rivière-du-Loup dimanche, du verglas, c'était compliqué. Fait qu'on a bravé toute cette température-là, puis on est allé à la messe, on est allé à Notre-Dame du Portage, près de Rivière-du-Loup. La raison est simple, j'ai un de mes oncles qui s'occupe un peu de l'église, mais aussi c'est parce que c'était à 9h, l'autre était plus tard. On voulait avoir le temps de manger, mon frère allait dans sa belle famille. Fait qu'on est allé là-bas, une belle célébration, sérieusement, là, j'ai été surpris. Je n'ai pas été à l'église depuis peut-être les 15 dernières années. Vraiment super intéressant. Puis, une religion, c'est aussi une business. Vous comprenez, c'est qu'il y a quand même une relation que les croyants qui y vont, ben, c'est un client. Ils payent la dîme. Puis, il faut que tu leur donnes un service. Fait que j'ai trouvé que ça avait un petit peu évolué. D'ailleurs, sur le papier qui nous fournit, il y a comme je ne sais pas comment ça s'appelle, un document là, qui nous donne. Il y avait comme un slogan. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais vous le dire, le slogan, c'était genre la Pâque, ce n'est pas vide. Puis là, tu voyais un chocolat ouvert en deux avec rien à l'intérieur. Quand on était jeune, un œuf Cadbury, il y a du coulant là-dedans, c'est délicieux, c'est bon. Mais, OK, genre quand c'était vide, c'était poche. Fait que c'était comme une allusion, Pâque n'est pas vide. Puis en bas, c'est marqué « Sauve le tombeau de Jésus ». Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai trouvé que les prêtres, le prêtre, il y avait peut-être, je pense que c'était un Colombien ou en tout cas, c'était un Latino qui parlait super bien français quand même. Puis, son discours était beaucoup plus facile à comprendre, c'était léger, il faisait des blagues, c'était intéressant. Bon, je ne dis pas que je vais y retourner nécessairement, mais quand même, ça a été vraiment super intéressant. Fait que c'est ça que j'ai fait ce week-end, des belles discussions avec mon frère. Et là, j'ai chaud, là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a plein d'équipements quand on fait un podcast. Il y a le micro que vous voyez ici, j'ai la caméra là, j'ai une grosse lumière là-bas, ça plombe, j'ai une lumière en arrière, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ombre, tout ça. Puis, parce que vous le savez, quand on remet ça en diffusion, les algorithmes qui regardent un peu la qualité du contenu audio, mais aussi le vidéo, si ce n'est pas nécessairement de qualité, bon, tu reaches moins. C'est super important d'avoir un vidéo de qualité. Prochain sujet, on va parler des cathares. C'est quoi les cathares? On a parlé un petit peu tantôt dans l'introduction. J'aime ça parler un petit peu, puis il y a beaucoup de monde qui aime ça, que je parle de tout ce qui était ancien, mystérieux, mystique. Puis ça, c'est un groupe qui va dans la continuité des Templiers. Je me suis pris des belles notes, là. Je vous ai parlé que je suis allé faire le chemin de Compostelle l'été dernier, en 2025. Puis bon, tout sur le chemin de Compostelle, du Camino Francis à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai eu plein de signes de Templiers. Puis après ça, j'avais un peu de temps devant moi. Je suis allé au Portugal. Bon, il y avait plein de choses sur les Templiers aussi encore. Et après ça, j'avais une quête spirituelle à faire. Je ne sais pas ça, ce bout-là, je n'ai déjà parlé. Ça fait longtemps que je voulais aller dans le sud de la France. Puis là, on parle, je prononce toujours mal, le Languedoc, là. Languedoc. Si vous aimez le vin rouge, là, il y a vraiment du bon vin dans ce coin-là. Dans le coin de Toulouse, là, dans Rennes-le-Château, tout ça. Je voulais aller là. Première des choses, il y a beaucoup de mystères sur Rennes-le-Château. Puis on va en parler dans un prochain épisode. Tout ce qui est les mystérieux de Marie-Madeleine, de Jésus dans le sud de la France. Mais là, on va parler des cathares, parce que dans le fond, c'est une quête spirituelle sur 2 volets. J'étais un petit peu à la recherche des mystères de Marie-Madeleine, Jésus, mais j'étais aussi sur les mystères des cathares. Fait que dans le fond, qui est les cathares? C'est un mouvement chrétien. Il faut comprendre que dans le fond, c'était des gens qui croyaient à l'enseignement de Jésus. Je ne sais pas, je ne suis pas un théologien encore une fois. Il y a les chrétiens, ça veut dire que dans le fond, c'est Jésus, la religion de Jésus, le mouvement qu'il a voulu développer.
les chrétiens. On appelle ça les chrétiens. Après ça, il y a des branches. Okay? Il y a la branche catholique que vous connaissez sûrement si vous êtes un Québécois. À l'école, si vous avez mon âge, on a fait de la catéchèse. Ça, c'était la branche catholique. Ensuite, il y avait les protestants, c'était les Anglais, les protestants, excusez-moi, c'est pas les Anglais, les Anglicanes, okay, c'est les Anglais, le roi qui a voulu se séparer de l'Église catholique, et les orthodoxes aussi, qui était une division entre les catholiques et le mouvement orthodoxe, qui est très tôt dans l'histoire de la chrétienté. Les protestants, je ne connais pas assez ça pour vous en parler. Bref, il y a plusieurs autres branches aussi. Fait que dans le fond, c'était pas une branche, c'était des gens qui s'identifiaient, pas nécessairement au nom Qatar, parce que les noms Qatar est venu beaucoup plus tard, puis c'est vraiment les vainqueurs, c'est nous, par la suite, qu'on a appelé ça les Qatars. Eux autres, on les appelait à l'époque les bons chrétiens, parce que ces gens-là, qu'est-ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils respectaient l'enseignement de Jésus à la lettre. Puis là, quand je parle de l'enseignement de Jésus à la lettre, c'est pas la Bible. Regardez la Bible, là. 90% de la Bible, c'est l'histoire des Juifs. Abraham, Moïse, blablabla, blablabla. Je ne suis pas en train de juger aucune religion. La moitié du livre, c'est pas plus. Le Vieux Testament, là, l'Ancien Testament, c'est toutes des choses qui sont l'histoire des Juifs. Là. Tout simplement, c'est la même histoire que, dans le fond, cette religion-là. Fait qu'eux autres, ils respectent à la lettre l'enseignement de Jésus, qui a sûrement été très transmis oralement ou quelques écrits, mais pas la Bible, et ils ne reconnaissaient pas non plus l'autorité du pape. La hiérarchie aussi dans ce mouvement-là était très minimaliste. Je ne pense pas qu'il y avait des prêtres au sens des prêtres actuellement là, que vous connaissez. C'était peut-être des guides plus que d'autres choses, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Exemple, il fallait que tu donnes de l'argent ou des choses comme ça. C'était très genre fluide comme hiérarchie. Chaque personne pouvait être reliée à Dieu simplement par son pouvoir divin. Le mouvement, on parle du 11e siècle au 13e siècle. C'est quand même pas quelque chose qu'on peut dire que ça a duré genre juste 6 mois. Là. Le sud de la France, je n'ai parlé. Autre nom, les bons chrétiens, je n'ai parlé. Mais il y a aussi des albigeois, parce que dans le fond, c'est aussi dans la région d'Albi. Fait que si vous avez déjà entendu parler, si vous tapez ça sur YouTube, on va parler souvent des albigeois. Puis dans le fond, ils ont été hérétiques par la religion catholique. Là, il faut comprendre le contexte historique, là, puis je vais aller très, très brièvement. La France, c'est pas nécessairement la France que vous connaissez aujourd'hui. Surtout le sud de la France, c'est souvent en guerre avec l'Espagne, la Navarre, il y avait plein de petits royaumes autour de ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de forteresses. On va les appeler les forteresses Qatar. D'ailleurs, je pense que l'UNESCO va les mettre au patrimoine. Si ce n'est pas déjà fait, là, ça va être fait dans les prochains mois. C'est vraiment super intéressant. C'est sûr que je suis allé visiter les fameuses forteresses Qatar, mais en réalité, oui, les Qatars sont réfugiés dans ces forteresses-là, mais en réalité, ces forteresses-là étaient déjà là pour d'autres raisons. C'était vraiment des forteresses de protection contre les invasions de la Navarre, l'Espagne et j'en passe. Puis là, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs de petits royaumes là-dedans, dont toute la région de Toulouse, du Languedoc, qui appartenait, oui, à la France, mais la France, le roi de France n'avait pas nécessairement le pouvoir de tout contrôler là-bas, comme d'autres territoires en France. Première des choses, il y a du pouvoir là-dedans, il y a des terres, il y a du pouvoir. L'autre chose, les Cathares, les bons chrétiens, ce mouvement-là, j'aime mieux dire ce mouvement-là qu'une religion ou une secte, gagnait beaucoup en popularité. C'est-à-dire que, dans le fond, oui, le bas peuple était très séduit par ce mouvement-là, mais là, de plus en plus, l'aristocratie, les gens qui avaient le pouvoir, dont des femmes importantes de certains seigneurs, sans les nommer, ont commencé à suivre ce mouvement-là. Fait que le roi de France a commencé à s'inquiéter de son pouvoir, des terres, des richesses. L'autre chose, les catholiques, vous comprenez, ils ne respectaient pas la Bible et non plus l'autorité du pape. Fait que là, dans le fond, il y a eu des croisades contre eux autres. Là, j'ai parlé des croisades avec les Templiers la semaine dernière. Il faut comprendre aussi, on parle que les croisades ont été, j'ai pris des petites notes, là, ils ont commencé en 1209 à 1229 environ. Il faut comprendre que les croisades dans le coin, dans la Terre Sainte de Jérusalem, ils ont commencé à arrêter dans ce temps-là. Je vous ai parlé la semaine dernière que le pape Urbain II, je pense, à l'époque des premières croisades, les chevaliers se tapaient sa gueule à cette époque-là. Fait que, en plus, on n'était plus propriétaire de Jérusalem, le tombeau du Christ. Fait que dans le fond, le pape a envoyé les chevaliers pour régler 2 problèmes, récupérer Jérusalem, mais aussi avoir la paix sur l'aristocratie puis les chevaliers.
et ceux qui foutent un peu la marde dans tous les agendas secrets de la religion catholique, puis aussi des rois. Fait que ça a réglé un problème, mais là, les chevaliers de retour, depuis quelques années, il y avait un autre problème. Fait que non seulement le roi de France voulait avoir du pouvoir, des richesses, le pape voulait avoir aussi du pouvoir, puis c'est pas qu'un mouvement qui surpasse la religion catholique, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, mais aussi régler plein de problèmes dans la chrétienté, dans le catholicisme. Alors qu'il y a eu une croisade qui s'est faite contre eux autres. Il faut comprendre que le mouvement cathare, c'est simple aussi, c'est des gens qui sont qui croient pas, qui sont pas dans la violence. On entend souvent sur Internet les chevaliers cathares. Il n'y avait pas de chevaliers cathares. Les gens qui étaient vraiment dans la simplicité, la pauvreté, vraiment l'enseignement de Jésus, le don de soi. Ils étaient beaucoup dans le dualisme aussi. Ce qu'il disait, c'est que dans le fond, Dieu est à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur, c'était une illusion, c'est le mal. À l'intérieur, c'est le vrai Dieu. À l'extérieur, c'est le mal, mais c'est aussi, il y a des faux dieux. Des dieux vengeurs, comme je parlais tout à l'heure, des dieux qui sont là. On prend dans d'autres cultures comme les Grecs, Zeus, Zeus, ou peu importe, Horus ou Osiris, c'est tous des dieux qui sont bons quand ils veulent, puis quand ils ne sont pas bons, ils sont comme méchants aussi. Fait que c'est tous des dieux extérieurs selon eux. Le seul dieu qui compte, c'est à l'intérieur. Puis dans le fond, le corps, c'est la prison de l'âme. On s'incarne, on est de la lumière, on est de l'amour, puis dans le fond, le corps, c'est notre prison. Fait que dans le fond, les autres, ce qu'ils font dans la vie ici, dans le matériel, dans la vie, dans la matrice, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font le moins, ils font de leur mieux, tout simplement, en faisant un vœu de pauvreté, de générosité, de bien. Qu'imagine, on les appelait les bons chrétiens parce qu'ils respectaient un peu l'enseignement de Jésus. Fait qu'imaginez les catholiques, eux autres, c'est l'inverse de ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans le péché, de la richesse, de l'accumulation à cette époque-là. Comment ça pouvait, les provoquer beaucoup de choses chez eux. Fait que bref, je regarde mes petites notes. Il y a eu des croisades à Béziers, d'ailleurs. Il y a eu un carnage. Sont arrivés les fameux croisés, les fameux catholiques. Il y avait plein de monde, des cathares et aussi des chrétiens, des catholiques. Puis, dans le fond, il y a même un passage très connu. Là. Il y a un chevalier qui a dit à un autre chevalier « Hey, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître les nôtres? Qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître les catholiques versus les cathares? » Le gars qui était un chef plus puissant que l'autre, il a dit « C'est pas grave, tuons-les tous, Dieu va reconnaître les siens. » Il y a eu un carnage, plusieurs milliers de personnes qui ont été tuées, même les leurs. Puis ça s'est fini à Montségur, en France, que j'ai visité d'ailleurs. C'est vraiment une colline avec une forteresse sur le dessus. Puis il faut comprendre que vu que les cathares n'étaient pas nécessairement des gens qui, moi je pourrais dire ça, qui ils n'étaient pas dans le mal, ils n'étaient pas dans la violence, ils ne pouvaient pas tuer. Fait que eux autres ne se défendaient pas eux autres mêmes. C'est d'autres catholiques chevaliers, quand on parlait de chevaliers cathares, c'est des gens qui étaient des catholiques qui protégeaient les seigneurs du coin, qui protégeaient ces fameux cathares-là. Fait que dans le fond, ils ont tous monté à Montségur. Les chevaliers étaient des catholiques qui protégeaient les cathares, qui se battaient contre d'autres catholiques. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Bref, après un siège de plusieurs mois, voire plusieurs années, l'hiver embarqué là-dedans, la nourriture a commencé à manquer. Les catholiques ont allé voir les autres catholiques pour dire on va se rendre, à condition que, dans le fond, vous laissez, nous, les catholiques, la vie sauve, bien entendu. Puis, dans le fond, on demande clémence pour les cathares, bien entendu, puis tout ça. Puis là, ils ont dit oui, mais ils vont avoir le choix de soit se convertir à la religion catholique, renier leur foi ou être brûlés vifs. Fait que dans le fond, les catholiques sont revenus dans la forteresse. Ils ont demandé, par exemple, une pause de 2 à 3 jours aux assaillants. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 à 3 jours-là. Plusieurs disent qu'il y avait des secrets. Il y a des chevaliers ou en tout cas des espions qui ont sorti de la forteresse pour cacher un fameux trésor, les fameux trésors cathares. On ne le saura jamais. Après 2-3 jours, ils sont sortis. Il y avait environ 200 personnes qui étaient cathares, qui étaient dans la forteresse. Ils ont allumé un gros bûcher, c'était des murs de bois. Ils ont allumé un feu à l'intérieur, ils ont mis des échelles, puis ils ont dit « OK, vous avez le choix de renier votre foi ou sauter dans le feu. » Les 200, plus ou moins, ont sauté dans le feu. Même des enfants de 4, 5, 6 ans qui n'ont pas nécessairement l'âge de la raison comme on la connaît aujourd'hui, comme notre société prône. Ils ont sauté là-dedans. Il n'y a aucune personne qui a renié la foi. Puis en plus, selon la légende, le calcul, ça c'est une histoire vraie, mais il y a plein de légendes qui sont là-dessus. Il paraît que plusieurs catholiques
qu'on ne sait pas que c'est qui, le décompte était plus élevé que le nombre de Qatars qu'il y avait dans la forteresse. Fait qu'il y a même des gens, en voyant ça, qui ont eu l'appel à ce mouvement-là, qui ont sauté eux autres même dans le feu. Comme vous pouvez voir, c'est une belle légende super intéressante. C'est ça que j'ai fait l'été dernier. L'été dernier, je suis allé visiter Monseigneur, bien entendu, un merveilleux village en bas. C'est un petit village de peut-être une cinquantaine, 100 personnes. C'est fun de parler aux gens. J'aime ça, moi aussi, aller goûter à la culture des gens, parler un peu avec les gens. Et tu te rends compte que quand tu parles aux gens autour, c'est complètement différent. L'histoire que justement les historiens ou qu'on peut voir dans les livres d'histoire, c'est pas nécessairement la vraie vérité. J'ai parlé avec une personne qui a déménagé là il y a environ 40 ans. Elle m'a dit qu'elle a tout exploré les grottes autour de la région. Il y a plein de choses qu'il m'a racontées. Ça va être peut-être pour une prochaine fois. Mais il y a d'autres forteresses aussi. Là. Si vous avez vu mon introduction, je l'ai mis aussi là-dedans. Il y a Kiribus. Il y en a vraiment plusieurs qui ont défendu les Qatars. Puis là, aujourd'hui, on peut tous visiter ça. C'est vraiment extraordinaire comme visite. La semaine prochaine, je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler comme société secrète. On verra par la suite. Bon, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine comme randonnée? Parce que vous le savez, je suis un passionné de randonnée. Je suis retourné dans le parc national de la Jacques-Cartier. Je me répète, mais les CEPAC au Québec, qui se trouve être l'organisme qui gère ces fameux parcs nationaux du Québec, ils font un job extraordinaire. Puis là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Je sais que je m'avais fait toujours lancer des tomates. Ils n'ont pas de salaire. Il y a ci, il y a ça. Bref, la qualité des sentiers, c'est extraordinaire. Fait que je suis allé faire au Parc national de la Jacques-Cartier une combinaison de 2 randonnées. Je suis parti du centre de service au kilomètre 10. Comme j'explique tout le temps, c'est que tu arrives à une gate, tu as 10 km pour te rendre au centre de service. L'hiver, il n'y a pas de chemin routier en dehors après le centre de service. Je suis parti de là, je suis allé dans la coulée, environ 4-5 km pour pouvoir... c'est un petit chemin qui longe vraiment le chemin de service d'été qui est ouvert normalement. Là, c'est un chemin de skidoo ou de ski, au moins 4-5 km. Puis après ça, j'ai embarqué dans l'escarpement. L'escarpement, je pense, c'est une des plus belles randonnées du Parc national de la Jacques-Cartier avec les loups. C'est facile parce que c'est très près. Si tu veux faire juste l'escarpement, tu peux partir vraiment du centre de service. Moi, je suis passé par la coulée pour retourner dans l'escarpement. Ça me donnait environ 17 km. C'était vraiment extraordinaire. La vue en haut de l'escarpement, c'est vraiment beau. Tu vois la rivière Jacques-Cartier des deux côtés, les montagnes. C'est vraiment super beau. Puis c'est accessible. Même si c'est 17 km, si tu fais juste l'escarpement, tu peux être un peu proche de 12. Ça se fait en 2 heures, peut-être 2 heures et demie. Bon, fait que à vous d'aller là. Puis, tu sais, c'est pas cher, la CEPAC. Une carte de saison, ça peut coûter peut-être 80-90 $. Sinon, ça coûte peut-être pratiquement 10 $ qui est de la fois. Fait que ça vaut la peine d'avoir la carte de saison. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Fait que c'est pas cher pour avoir de la qualité comme ça. Le centre de service, c'est propre. Il y a des toilettes. Si tu manques du matériel, il y a tout ce que tu as besoin là. Tu peux louer du stock. Là, par exemple, en avril-mai, ça commence à être la saison où c'est moins agréable de faire de la randonnée. Je parlais avec des amis qui sont allés aux États-Unis le week-end dernier, puis il y avait de la bouette. Là, ils me montraient des photos. C'était de la bouette comme, par exemple, en fin mai, début juin au Québec. Là. D'autres, on est chanceux. Dans le nord de Québec, dans Charlevoix, il y a encore beaucoup, beaucoup de neige. Mais là, c'est sûr que c'est comme moelleux un petit peu, ça fond. Les gens qui égrènent un peu le sentier, qui avaient comme croûté un petit peu. Fait que la base qui était plate, qui était solide, qui était glacée, commence à s'effriter. C'est glissant, ça prend des crampons, on cale des fois, on met un pied en dehors du sentier, ça cale quasiment jusqu'aux genoux, parfois même aux hanches. Fait que c'est sûr que c'est moins agréable. C'est la période qui commence à être moins le fun. Il n'y a pas encore de bouette, là, mais ça va venir bientôt. Il y a certains sentiers qui vont fermer. Je sais que l'escarpement, normalement, quand il commence à avoir de la bouette pour ne pas briser les sentiers, ferme les sentiers, ferme les trails. Fait que c'est sûr que ça va commencer dans une saison qui va être moins agréable à faire de la randonnée. C'est plate. C'est pour ça que, dans le fond, dans cette saison-là, ce que je fais, j'ai tendance à partir justement à l'extérieur, voyager. Ça fait une combinaison un petit peu, une suite logique avec mon prochain sujet. Parce que, dans le fond, je pars bientôt, je ne dois pas donner de date nécessairement, là, mais je pars bientôt en Colombie 10 jours avec des gens. Un beau voyage que j'ai organisé. Fait qu'on va aller faire des choses extraordinaires là-bas. La Colombie, même si c'est un peu la fin de la saison de la pluie, je veux dire, c'est quand même des bonnes conditions pour faire des choses là-bas. La Colombie, on parle souvent de Pablo Escobar, le trafiquant de drogue. Vous avez sûrement vu la télésérie Narco.
puis il y a d'autres films sur ce sujet-là. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Là, on ne va pas nécessairement à Medellín, à Bogota, on va vraiment dans le nord où il y a des choses extraordinaires, de l'énergie. On va aller dans le parc de Terrana, on va aller faire un séjour avec les Kogi. Les Kogi, j'en parle souvent, c'est un peuple qui vit comme il y a 1000 ans, 1500 ans. Vraiment, simplement, une petite tunique blanche, pas de métal, pas d'électronique, pas d'Internet, dans des huttes de terre cuite. C'est vraiment merveilleux. On va passer un séjour avec eux en faisant une belle randonnée pour aller les rejoindre. Puis après ça, on va aller visiter, on va faire le trek de la Cité perdue, 4 jours, 3 nuits, vraiment dans la jungle, en autonomie pratiquement complète. Fait que c'est vraiment des ruines, style à la Machu Picchu, un petit peu moins élevé en termes de ruines, parce qu'on ne sait pas qui était là. C'est les Terrana, les descendants des Kogi. Les Kogi, le fameux peuple qu'on va aller visiter. Fait qu'on il n'y a pas trop de choses décrites sur eux autres parce que les Espagnols, quand ils sont arrivés, ben, je veux dire, ils ont fait comme les Incas, ils ont fait comme les Mayas, ils ont pillé l'art, ils ont essayé de coloniser, puis ils ont essayé de convertir ces gens-là à la religion catholique. Mais ils se sont rendus compte que l'art qu'il y avait, bon, d'un, il y avait quand même de l'abondance en termes d'art, mais ils mélangeaient ça avec d'autres matériaux. Je ne sais pas si c'était du bronze, peu importe, parce que c'était plus rigide, c'était plus pratique peut-être, je ne sais pas. Puis là, ça fait baisser le prix de l'art mondialement, ça crée des problèmes. Puis bref, vous savez que les Espagnols à cette époque-là, ben, ils convertissaient les gens, parce que ils brûlaient tous leurs livres, leurs savoirs, ils enrayaient complètement ces civilisations-là. Puis je ne sais pas si c'était pas de la pierre nécessairement, leur monument ou leur bâtiment, c'était peut-être en terre cuite, c'était peut-être en bois, parce que le bois n'est pas durable comme la pierre. Fait qu'on n'en sait pas beaucoup sur le sujet. Mais bref, pour se rendre ces 4 jours, c'est vraiment une randonnée vraiment très énergétique. C'est en montagne aussi. Moins élevé quand même que Machu Picchu puis d'autres sites Inca ou dans d'autres cultures. La région, la région n'est pas propice nécessairement à ça. C'est pas une région en altitude nécessairement. C'est un peu le début des Andes, mais sans plus. Mais l'énergie est là. Vous le savez que ces cultures-là, que ce soit Inca, Maya ou peu importe, ils ont construit leurs bâtiments, leurs ruines, leurs temples sur des choses, sur des régions, sur des places sur la Terre qui étaient très énergétiques. Fait que, bon, oui, on visite quelque chose historiquement avec une grande valeur, mais l'énergie sous ces sites-là sont vraiment extraordinaires. Quoique, plus que de touristes, vous savez que l'énergie des gens qui visitent les lieux est super importante. Fait que parfois, ben, je veux dire, tu vois, Chichen Itza, par exemple, au Mexique, qui est sûrement une place qui était très énergétique à l'époque, là, avec les touristes qui est là, des fois, il y a des milliers de personnes, ben, l'énergie est moins intéressante à cause de tout ça. Mais quand même, on a décidé de vivre en harmonie avec les autres, fait qu'il faut accepter ça tout simplement. Mais tu sais, quand tu te fais une trail, quand tu fais Machu Picchu, tu peux monter en autobus. Fait que tu comprends que la personne qui a une énergie moyenne, elle peut prendre l'autobus. Une personne qui se tape une randonnée de 50 km de 4 jours, c'est sûr et certain que son énergie, normalement, est plus intéressante. C'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un sur un sentier difficile en randonnée, que ce soit au Québec, que ce soit au Guatemala ou au Népal, que son énergie n'est pas belle. Vous comprenez un peu la différence. Quand tu fais le processus, tu marches, ton mental arrête, il y a plein de choses qui se font. Normalement, les gens qui font ça, ils ont une énergie plus intéressante. Fait que c'est ça que je vais aller faire en avril. Fait que dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, je vais être disponible pour le 10e épisode. Mais sinon, après, peut-être que je pourrais le faire. Si ça donne, je pourrais peut-être le faire si je peux, si ça fit dans mon horaire. C'est sûr que si je suis en train d'aller monter la Cité perdue, c'est peut-être moins intéressant. Mais s'il y a 2-3 journées que je vais être plus dans un hôtel, hostel, auberge de jeunesse, avec l'Internet, je pourrais peut-être essayer de faire le 11e épisode en Colombie. Ça pourrait être super intéressant. Écrivez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Plus que le monde est intéressé, plus que je vais pouvoir le faire. On poursuit. Je poursuis. Bon, je veux qu'on parle d'un sujet moins mystérieux, moins spirituel. L'achat local versus les grosses plateformes, Amazon, puis Booking, Expedia, puis tout ça. Puis je m'astinais avec un monsieur l'autre fois qui avait une hôtel. Puis on mise beaucoup sur la sensibilisation d'acheter local ou d'éviter les grandes plateformes américaines ou internationales, parce que souvent les Européens aussi sont très ouverts à ce genre de plateforme-là. On mise beaucoup sur la sensibilisation négativement.
Vous donnez de l'argent aux Américains, vous donnez de l'argent aux Européens. Nous autres, OK, par exemple, OK, sur le prix de telle affaire, il faut donner 20%. Cet argent-là, on n'est pas capable de l'investir au Québec. Tu sais, j'aime pas ça, ce genre de discours-là, parce que c'est comme dire qu'il y a un problème, OK, puis à la place de dire, OK, que dans le fond, c'est eux autres qui sont pas corrects, ils disent que c'est nous autres, OK, les consommateurs, qu'on n'est pas corrects. Depuis quand tu dis, OK, à ton client potentiel que tu n'es pas correct? Le client a toujours raison, comme on dit. Bon, pas tout le temps nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que je ne trouve pas qu'il utilise une bonne méthode. J'expliquais au gars, il disait, allez sur Booking, allez sur Expedia, tapez par exemple Hôtel Gaspésie, prenez l'hôtel que vous voulez, mettons c'est Hôtel 1, 2, 3, 4, allez sur Google, tapez Hôtel 1, 2, 3, 4, allez sur le site web et réservez. Imagine, toi, là, tu veux utiliser la plateforme d'un autre, OK, pour faire de la promotion, mais tu n'es même pas prêt à contribuer financièrement à maintenir cette plateforme-là. Puis après ça, tu dis aux gens d'aller faire une deuxième étape pour aller chercher, OK, une location d'hôtel, par exemple. Bon, tu penses sérieusement que ça va fonctionner? Puis l'autre chose, OK, c'est que ces plateformes-là, ils ont des avantages super intéressants, comme par exemple, tu accumules des points. Tu as tout ça, toi, monsieur, sur ton site web Hôtel 1, 2, 3, 4. Après ça, ben, si, exemple, tu voyages 2-3 jours, tu peux tout avoir ça, tout centralisé dans une plateforme. Bref, il y a une multitude d'avantages, OK, sur ces plateformes-là. Au lieu de dire, OK, je vais créer un système québécois, je vais créer quelque chose, OK, qui va avoir ces avantages-là, puis à ça, ben, venez sur ces plateformes-là, vous dites, non, OK, moi, là, je suis prêt à ne pas contribuer à aider ces plateformes-là, mais allez les utiliser. Puis, dans le fond, c'est toi, c'est ton problème. C'est toi, le consommateur, qui est le problème, c'est pas moi. Tu sais, moi, je ne trouve pas que cette attitude-là est bonne. Puis c'est la même chose pour l'achat local. Vous le savez. Je vais vous donner un exemple concret. On mise beaucoup sur la sensibilisation, encore une fois, que c'est le consommateur qui est le problème. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, l'autre fois, je me suis acheté un truc GPS, OK, Garmin, pour pouvoir envoyer des textos ou des SOS quand je fais des randonnées ou qu'il n'y a pas de réseau. Bon, OK, je me promène un peu à gauche puis à droite, OK. Ils n'ont même pas, OK, le dernier modèle. Bon, il y a pas pourquoi j'achèterais le modèle, OK, qui date de 2-3 ans? Il n'y a pas le dernier modèle. Fait que là, je vais sur le site de Garmin, je le commande, OK. Bref, OK, même pas sur le site de Garmin, excusez-moi, sur une autre plateforme, OK. Je ne vais pas nommer, OK, les gens locaux pour dire qu'ils font des choses pas correctes. Je commande. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans nouvelles. J'ai payé, là, sans nouvelles. Là, j'ai écrit, ben nous autres, tu vas recevoir ça en 1 mois, 45 jours. 1 mois, 45 jours. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai cancellé la commande, parce que moi, c'était urgent, j'avais un voyage. Je vais sur Amazon, je le commande. Mais c'était la boutique de la même compagnie. Tu vois, c'est qui le vendeur? C'est la même compagnie qui vend. J'arrive, je l'achète là, il est moins cher en plus, il arrive le lendemain à Lévis. Je comprends pas. J'ai commandé quelque chose, là, je vais vous parler de ça tantôt, là, j'ai commandé ça, OK? Bon, j'ai commandé ça sur un site. Ça m'a pris genre 3 semaines à les avoir. Sur Amazon Prime Day, je l'ai le lendemain. Bon, vous allez dire, c'est des grosses plateformes américaines. C'est correct. Sauf que faut miser, il faut être compétitif, là. Vous ne pouvez pas juste miser sur la sensibilisation des gens et qu'on n'est pas correct de commander en ligne ou sur des plateformes américaines. Vous devez être compétitif, là, tout simplement. Je comprends que si tu es tout seul dans ton salon ou tu as une petite boutique pignon sur rue, OK, dans le Vieux-Québec, c'est difficile d'avoir du gros volume, mais la solution, ce n'est pas sensibiliser négativement les gens, c'est trouver des vraies solutions permanentes aux problèmes, puis dans le fond, qu'on est capable d'avoir ces fameux avantages-là. C'est pas normal de prendre 3 semaines, OK, pour... je vous le dis, Amazon, OK, je l'avais le lendemain. Puis c'est la même compagnie qui vend. Je le sais qu'est-ce qui se passe. Amazon stocke du stock dans des entrepôts. OK, ils ont un réseau de distribution aussi, de livraison très rapide. Puis l'autre affaire, ben c'est ça. Fait que l'autre, OK, directement, il a envoyé ça par Post Canada. Puis Post Canada, je suis désolé, je ne vais pas être dans le jugement, c'est la pire compagnie de livraison au monde. Tu ton tracking, des fois, là, genre, ça part de Vancouver, puis ça va à Montréal, puis ça rechippé, OK, à Vancouver, puis ça revient. Tu sais, en tout cas, c'est mal géré, je ne sais pas ce qui se passe. Au lieu de sensibiliser négativement les consommateurs, trouvez des solutions intéressantes, OK, puis regroupez-vous ensemble. Tu sais, souvent, au Québec, je trouve qu'on n'est même pas unis, tu sais. On aime ça dire d'acheter local, mais quand c'est le temps de travailler ensemble, ben, on est tous des compétiteurs.
Hein? On a de la misère à s'unir ensemble pour développer des choses. Puis dans les années 50, 60, là, avec le réseau d'électrification d'Hydro-Québec, là, on a surpassé avec une technologie la meilleure au monde. On est capable de le faire. On est capable de le faire au Québec. Il faut juste avoir les couilles, s'unir ensemble, puis travailler tous ensemble. Mais ce n'est pas en sensibilisant négativement les gens qu'on va on va trouver la solution. C'est mon point là-dessus. Je poursuis, les amis. Après ça, les prochaines destinations. Tout le monde me dit, OK, Hugo, c'est quoi tes prochaines destinations, voyage? Je vous ai parlé de la Colombie, OK? Fait que, dans le fond, c'est super intéressant. Si je peux, je vais faire un live directement là-bas. Peut-être pas nécessairement le jeudi, là, je vérifierai. Pour savoir, OK, c'est simple, j'ai mon Linktree ici, cliquez là-dessus, puis vous allez pouvoir voir les prochaines dates. Je vais tout mettre ça là-dessus. Prochaine destination, ben, c'est certain que cet été, je vais faire plein de destinations intéressantes. Puis là, si ça vous intéresse de venir avec moi, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Tout dépendamment, c'est quoi votre forme physique, parce que j'ai quelques randonnées qui sont quand même assez difficiles. Je vais aller faire la traversée des présidentielles aux États-Unis. C'est toutes les montagnes dans les montagnes blanches au New Hampshire qui portent le nom des présidents américains. Fait que c'est 35 km environ en une seule journée avec un dénivelé assez super intéressante, assez difficile. Une belle randonnée par contre, c'est un défi sportif vraiment à faire dans sa vie. Après ça, je vais aller faire les Monts Groux dans le nord du Québec. C'est en autonomie complète, c'est environ 4 jours. Il faut t'amener ta tente, ta nourriture, puis tout ça. Puis là, si vous êtes intéressé par ça, puis vous n'avez pas nécessairement les informations ou il vous manque du stock, je suis là pour vous accompagner, ça va me faire vraiment plaisir. Si tu es en forme, OK, puis tu veux venir, il n'y a pas de problème, je suis là, je vais t'appuyer 100%. Il y a les Monts Groux que j'ai parlé. Je vais sûrement faire la traversée encore de Charlevoix, la traversée peut-être de la Gaspésie. J'adore ça, des longues randonnées en autonomie. C'est vraiment merveilleux. Tu te déconnectes et tu te reconnectes à plus grand que toi. D'autres pays que j'aimerais visiter, ben, dans le fond, probablement que je vais aller visiter l'Égypte en octobre. L'Égypte, c'est quelque chose que tu as sûrement sur ta bucket list. Je vais sûrement en parler davantage prochainement. D'autres pays que j'aimerais visiter, que je n'ai jamais visité, parce que là, la Colombie, ça fait comme 3-4 fois que je visite. Le Pérou, 3-4 fois. Tu sais, j'ai tendance à visiter plusieurs fois le même pays. Là, je vais visiter des pays différents. J'aimerais aller visiter la Mongolie. C'est un pays qui est vraiment méconnu. On la connaît, la Mongolie, parce qu'on dit des Mongols, OK, t'es des Mongols, t'es Mongol, en voulant dire t'es con, t'es stupide. La Mongolie, c'était un empire, OK, on pourra en parler éventuellement. Un des plus gros, ou le plus gros empire mondial. Vous avez sûrement entendu parler de Gengis Khan, OK, qui était l'empereur ou le chef de cette empire-là. Puis ça s'est continué pendant plusieurs décennies. Fait qu'il y a vraiment de belles randonnées là-bas. Il paraît qu'il y a des ruines aussi, il y a des monuments extraordinaires. Puis je t'appelais vers là, puis je t'appelais dans les autres pays en camp, le Pakistan, j'ai un blanc de mémoire, là, pas l'Afghanistan, mais il y a plein de pays, le Kazakhstan, des trucs comme ça. Beaucoup de belles randonnées, il y a des belles montagnes aussi, c'est proche des Himalayas. Fait qu'il y a quelque chose que je vais faire sûrement retourner en Turquie aussi prochainement. La Turquie, c'est un des plus beaux pays au monde. La ville d'Istanbul, c'est vraiment merveilleux, tout ça. Autre chose que je voulais vous parler, oui, en fin de semaine aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un petit peu de temps entre ma famille et tout ça. J'ai travaillé sur 2 nouveaux projets pratiquement terminés. Je vais probablement les mettre officiellement disponibles sur Internet à mon retour de la Colombie en mai. J'ai travaillé sur un projet que j'avais à cœur depuis longtemps. Ça s'appelle, c'est comme je ne donnerai pas de nom, vous allez taper ça sur Google, vous allez le trouver. Puis là, je suis en train de faire des debugs de ça un petit peu parce que vous le savez, quand on travaille sur un projet, il faut faire des tests, puis des fois, il y a des bugs. J'ai travaillé sur un logiciel, sur une plateforme vraiment qui met en lien les organisations de randonnée. Exemple, la CEPAC. Là, je ne dis pas que la CEPAC va être là-dessus, mais j'espère oui. Les organisations de randonnée, la traversée de Charlevoix, peu importe. Tout ce que vous voyez comme randonnée, il y a des gens qui organisent, qui gèrent ce parc-là ou ces sentiers-là. Avec les randonneurs, les gens qui font du ski, les gens qui utilisent ces sentiers-là. Puis là, ce que je veux, oui, il va y avoir des statistiques, il va y avoir de la météo, il va y avoir des informations sur ces sentiers-là, mais AllTrail, Strava et compagnie font tout ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que quand tu te promènes sur l'application, ben, tu vois que le pont il est brisé, je ne sais pas, le sentier, il y a un arbre de coucher sur celui-ci, ou peu importe. Il y a un problème qui peut compromettre le sentier, que ce soit dangereux ou pas. Ben, tu prends une photo, ça envoie la position GPS. Il y a plein de choses que tu peux faire aussi pour aider les gens. Ça va linker peut-être des bénévoles aussi qui vont pouvoir aller faire les réparations
pour que les sentiers soient toujours au maximum, qu'ils soient toujours optimales. En tout cas, beau projet, je l'ai testé ce week-end, ça fonctionne super bien. J'ai quelques améliorations que je vais faire, mais ça va être disponible en mai. Je ne veux pas lancer ça pendant que je vais être en voyage, parce que là, je veux traquer un petit peu, genre, qu'est-ce qui va être fait. Là, je suis en train de mettre tous les sentiers du Québec là-dedans. Bon, c'est sûr que les organisations ne seront pas toutes contactées et ne seront pas nécessairement toutes willing à participer à ça, mais quand même, si tous les sentiers sont disponibles sur la plateforme, vous allez pouvoir l'utiliser, puis en tout cas, je trouverai un moyen pour linker les organisations par la suite. L'autre projet, sans nommer de nom non plus, parce que je ne veux pas que vous allez vous promener sur Google, j'ai beaucoup de problèmes, moi, avec les photos que j'utilise sur Internet, que ce soit des images, que ce soit des photos avec des gens, des documents. Souvent, là, je reçois des plaintes de copyright, de droit d'auteur, justifié ou pas, je suis tanné de ça. J'ai créé une plateforme, par exemple, je te prends en photo en voyage, toi, puis le reste de la gang, par exemple, avec qui on voyage. Je veux utiliser la photo pour faire la promotion de mes voyages. Bien, dans le fond, je te demande la permission, bien entendu, verbalement, mais je n'ai pas de preuve. Peut-être qu'on va se chicaner à m'amener, peut-être que tu ne voudras plus dans 2 ans. Cette plateforme-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que tu te connectes dessus, tu mets ton document, tu dis c'est quoi, pourquoi tu veux l'utiliser, la date, je veux qu'il y ait une date aussi de péremption. Après ça, tu mets les gens qui sont sur le document ou que c'est acquis que la propriété intellectuelle existe. Puis là, tu envoies ça, puis là, la personne peut confirmer ou refuser, ou peu importe, là, demander des modifications à celui-ci. Fait que c'est ça, cette plateforme-là. C'est vraiment pour avoir le consentement des droits d'auteur ou d'utilisation d'un produit, d'une photo, de quelque chose. Fait que j'ai fait ça aussi. Fait que c'est super intéressant. Je l'ai testé beaucoup. J'ai envoyé ça à des amis qui l'ont testé aussi. Fait que 2 projets que je vais lancer prochainement sur mes plateformes, tout simplement. Hey, je suis rendu au tirage de cartes. Est-ce que vous êtes prêts? Il est 7h30. Pour ceux qui sont en direct, ça fait 1h pile. Je suis rendu dans mon tirage de cartes, mais avant, là, je vais prendre une belle gorgée d'eau. Je vais vous expliquer quelque chose. On va faire le tirage, puis je vais vous expliquer comment faire pour que ça fonctionne, ce tirage-là. Puis je me rends compte que le monde, ils reçoivent le tirage, ils trouvent ça cool au début, font leur journée, puis après ça, ils font absolument rien. Puis c'est ça le problème. Je prends une belle gorgée, là, puis je poursuis. Alors, avec mon tarot zen de Osho, je vais brasser les cartes. Je les brasse minimalement. Je m'en fous. L'univers nous donne toujours ce qu'on a besoin. Fait que ton énergie du moment, clac, que tu as, l'énergie que tu vas avoir à la fin de la journée, le cadeau que l'univers va t'offrir dans cette magnifique journée aujourd'hui. Ensuite, ton guide qui va t'accompagner dans cette splendide journée où que toutes les possibilités sont offerte à toi, ton guide. Le guide va être extraordinaire, j'en suis sûr. Après ça, le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut te faire comprendre, te dire aujourd'hui? Il veut te dire des belles choses, j'en suis sûr. Super. Bon, j'essaie d'aller vite parce que dans le fond, ce qui est important, c'est les cartes, c'est pas que je les pige. Fait que là, dans le fond, l'énergie du moment, je l'ai dit tout le temps. Si tu n'es pas capable de savoir comment tu te sens, qu'est-ce que là à l'intérieur de toi, c'est difficile de le changer. Ça t'arrive sûrement que tu ne te comprends pas des matins, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu te sens triste ou tu te sens super happy puis tu ne sais pas pourquoi. Clairement, l'énergie que tu as en ce moment, la créativité, le chiffre 3 en chiffre romain, je t'en montre, c'est vraiment une belle carte. Je l'adore, cette carte-là. Tu sais, la créativité, on pense toujours, c'est créer un projet, c'est créer, par exemple, une œuvre d'art, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est créer la vie que tu veux, tu sais. Souvent, ce que je disais, il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. On a toute cette énergie-là en l'intérieur de nous autres. L'énergie féminine est très créative, elle met au monde des enfants. On a tout ça, cette énergie-là féminine de création en nous. Puis c'est ça. Là, tu te sens présentement comme si tu as le goût de créer ton existence comme tu désires. Bon, tu as vécu plein de choses, tu as vécu plein d'expériences, belles, pas belles. Là, aujourd'hui, tu vas être moteur de tes décisions. Tu veux faire des choix pour créer la vie que tu veux, tout simplement. Et tu as ce pouvoir-là, tout simplement. Tes pensées. Hein? La créativité, c'est que tu crées des belles pensées. Avoir des belles vibrations à l'intérieur de toi, faire des choix dans la matière en lien avec ces pensées-là, ces vibrations que tu veux pour créer la vie que tu veux, tout simplement. Fait que c'est une belle énergie. Comment on peut faire mieux? Justement, l'énergie que tu vas avoir à la fin de la journée, c'est la transformation. Bien, c'est ça. C'est une belle continuité. Des fois, il n'y a pas de parallèle facile à comprendre, mais là, on le voit très bien. Grâce à ton énergie du début de la journée,
tu vas créer des belles choses, des belles pensées, des belles vibrations, et tu vas te transformer. Tu vas transformer non seulement ton quotidien, ta vie, pas nécessairement la grosse affaire. Tu n'auras pas 25 millions dans ton compte de banque à la fin de la journée, mais tu vas transformer quelque chose dans ton quotidien, mais surtout, tu vas te transformer toi. Le fait de voir que tu es capable de créer quelque chose, ben, tu vas te transformer ta façon de voir les choses, ton mindset par rapport à ça, puis tu vas te rendre compte que tu as un pouvoir créateur et divin beaucoup plus que tu penses. Le cadeau de l'univers, c'est l'attachement au passé. Là, tu vas dire, ouais, l'univers va me donner le fait que gère mon passé, il y a ci, il y a ça. Ben non, c'est que tu es attaché au passé, clairement. Puis on oublie 2 premières cartes. Il arrive quelque chose dans ta vie, tu reproduis toujours les mêmes situations pratiquement. C'est ça qui va arriver. Aujourd'hui, tu vas créer quelque chose de différent. Tu vas comprendre que si tu veux changer des choses, si tu veux te transformer, ben, tu dois faire des choix différents. Puis les choix différents, c'est simple, c'est pas reproduire les mêmes choses que tu as répétées dans le passé. C'est en faisant des choix différents, tout simplement. Ensuite, le guide qui va t'accompagner, j'ai fait ça à loc, là. L'ange de la créativité. Imagine-toi donc. Comment c'est malade. Tu sais, après ça, c'est drôle parce que moi, après ça, je fais ça sur TikTok. Tu sais, je m'enregistre, mais je ne repige pas les cartes à nouveau, tu comprends bien. Le monde sur TikTok ne me croiront même pas que j'ai pas. Tu sais, créativité. Créativité. Fait que dans le fond, l'ange de créativité, potentiel créateur, imagination, chiffre 31, il va t'accompagner pour créer tout ça, tout simplement. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Je poursuis avec le message de l'univers, magnifique carte. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière, la compréhension, tout autour de moi. Fait que, c'est simple, c'est qu'on a tendance à rapporter tout ça autour de nous. Hein, il arrive quelque chose, je suis victime, je suis ça. Arrête là, OK? Dans le fond, arrête d'être le centre de ta propre vie. Tu es beaucoup plus que ça. Prends le temps de rayonner l'amour, la lumière. Puis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? La fameuse transformation, là. Laisse ça sortir de toi. Pas nécessairement pour vouloir en faire profiter les autres. Parce que souvent, on se sent bien, on se sent connecté, puis là, on a le goût d'aider les autres comme un sauveur. C'est de l'ego, ça. Tu peux juste aider une personne tout simplement en étant toi-même, puis en montrant l'exemple. Montre l'exemple. Arrête. Puis le fait de garder ça pour toi aussi, de ne pas montrer ça, cette merveilleuse lumière, cette merveilleuse amour-là, c'est aussi de l'ego. OK? Puis c'est ça. Arrête de garder ça pour toi, puis arrête de vouloir aider les autres. Fais juste émaner ça tout simplement en faisant ta vie. Puis ça va faire un gros changement dans ton existence, puis aussi dans l'existence des autres. Les gens vont te regarder, puis ils vont dire « Hey, moi, je vais ressembler à Hugo, moi, je vais ressembler à Ginette, à Paul, à Daniel, tout simplement. » Alors, qu'est-ce que tu penses de ce magnifique tirage, mon ami? Moi, ça me parle. Puis d'ailleurs, le conseil que je te donne, OK, parce que là, tu as ça. Ton énergie aujourd'hui, si c'est pas belle, ben, tu peux la changer, tu as ce pouvoir-là. Mais là, elle est belle. Moi, à la fin de la journée, ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup plus mon énergie de la fin de la journée. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais arriver avant de me coucher, je vais dire, qu'est-ce qui s'est transformé en moi? Bon, on le sait que le cadeau, OK, probablement, c'est l'attachement au passé. Puis je prends le temps de vibrer ça, de comprendre ça. Puis, il y a toujours une explication. Il y a toujours quelque chose qui s'est produit, tout simplement. Fait que, tu sais, prends le temps de voir, OK, de faire ta rétrospective de ta journée, ton bilan de ta journée avec ces cartes-là. Puis moi, le guide, ce que je fais, c'est que je le mets proche de mon laptop, je le mets comme ça, pap. Puis à chaque fois que je vais parler à quelqu'un, vous le savez qu'on travaille dans la journée, mais je regarde ça. Puis moi, je le sais là, que mon thème de la journée, c'est souvent mon guide. Je ne l'ai pas dit tantôt. Là. Fait que je le sais aujourd'hui, je dois être créatif. Je dois avoir de l'imagination. Potentiel créateur. Fait que je le laisse là, fait que je le vois tout le temps. Fait que je le sais que si genre je focus dessus, j'ai toujours ça en conscience, ben je le sais par exemple que ça va m'aider dans mes interrelations avec les gens ou dans mes décisions. Puis là, la créativité, c'est peut-être plus facile à comprendre, mais des fois, j'ai l'ange de la compassion. Fait que je le sais probablement que dans la journée, ben, il va arriver des choses que probablement je dois être dans la compassion, tout simplement, soit envers moi ou envers les autres. Puis le message de l'univers, c'est la même chose. Je le lis en fin de la journée, puis je regarde un peu comment
ça s'est manifesté dans mon existence. Fait que très beau tirage, une très belle... on a eu un épisode vraiment formidable. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui était participant à ça. J'ai eu des messages. J'ai tendance des fois à ne pas regarder les messages. Je pense que j'en ai eu. Ça, je ne suis pas discipliné là-dessus. Hein. Je devrais avoir un helper. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... En passant, ça n'a même pas fonctionné sur Facebook, je pense. Oui, ça fonctionne sur Facebook. J'ai comme un channel qui n'a pas marché. C'est Instagram. C'est ça, quand on fait des directs comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas. Je devais inviter Hélène ce matin, puis dans le fond, son micro ne marchait pas encore une fois. Je ne sais pas, il va falloir le tester, pas à la dernière minute cette fois-ci. Puis il n'y a pas de chat nécessairement qui a eu lieu. Il faudrait que je m'améliore là-dessus, parce que j'aimerais ça que les gens interagissent un petit peu plus dans la conversation avec moi. Mais c'est dur, OK, gérer les écrans, gérer tout ce qu'on a, regarder tes notes puis répondre aux messages. Mais je vais regarder pour m'améliorer. Si tu as des suggestions aussi de sujets, d'idées, d'amélioration pour moi, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que dans le fond, tout simplement, je vous souhaite la plus belle journée du monde encore une fois. Puis là, aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais faire un récap là-dessus. Faites des choix différents. Essayez de ne pas répéter les mêmes choix que vous avez déjà fait dans le passé. Puis on le sait, quand tu prends le temps là, avant de porter une action, tu prends le temps de réfléchir avant de parler, avant d'écrire, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, avant de ce soir, tu arrives de travailler. Bon, souvent, ce qu'on fait, on fait toujours la même chose. Faites donc des choses différemment. Vous allez peut-être voir une perspective différente sur votre existence. Fait que, super, on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quelle date? Je niaise un peu, c'est le 16. Fait que le 16 avril pour ceux qui sont en direct. Puis pour ceux qui sont en rediffusion, bien, merci de me suivre. Faites un pouce, OK? Écrivez des commentaires. Abonnez-vous sur mes plateformes. Ça me fait toujours chaud au cœur. Moi, je ne vends absolument rien. C'est du bénévolat. Fait que si j'ai un petit pouce, ça fait un petit clin d'œil puis ça me fait du bien. Alors, je vous souhaite la plus belle journée du monde. On se reparle très bientôt. Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage.